Donc on a vu comment la distance moyenne entre deux nœuds peut donner des indications importantes sur la structure du réseau. Et je vais parler d'une autre quantité qui permet d'avoir un autre type d'information sur le réseau, qui est ce qu'on appelle la distribution des degrés. Distribution des degrés. Alors tout d'abord, le degré d'un nœud, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est simple, si j'ai un nœud I ici, il a un certain nombre de voisins, c'est-à-dire qu'il est connecté à un certain nombre de nœuds, qui eux-mêmes peuvent être connectés à d'autres, ou pas. Et donc le degré du nœud I, qu'on peut noter KI, c'est donc ce nombre de voisins. Donc c'est une quantité très simple. Pour un réseau social, c'est le nombre de vos amis. Et on peut s'intéresser à cette quantité. Alors, elle fluctue d'un nœud à un autre. Dans un réseau social, des gens sont très connectés, ont beaucoup d'amis. D'autres, en revanche, ont un nombre d'amis très faible, de 2 ou 3. Donc c'est une quantité qui varie d'un nœud à un autre. Et pour les très grands réseaux, on va traiter cette quantité statistiquement. La première quantité importante, c'est la moyenne. Alors, je vais la noter comme ça, qui est donc 1 sur n, la somme sur tous les nœuds de KI. Donc ça, c'est la moyenne des degrés. Alors, on peut remarquer que quand on ajoute un lien entre deux nœuds, ici IJ, alors la variation de degré est égale à 2. Autrement dit, pour chaque lien ajouté, j'ajoute K va augmenter, le degré va augmenter de 1 pour ce nœud, de 1 pour ce nœud, donc au total de 2. Et donc chaque lien, ce qu'on voit avec ce petit raisonnement, compte pour 2 degrés. Et ça nous montre que finalement, si j'appelle E le nombre de liens, le degré moyen, c'est 2 fois le nombre de liens sur n. Donc ça, c'est une formule classique. Donc quel que soit le graphe, si vous connaissez le nombre de liens E et le nombre de nœuds, 2E sur n vous donne le degré moyen. Donc ça vous donne une idée, une fois que vous connaissez ça, si je vous dis par exemple le degré moyen c'est 10, bah, ça vous donne en gros une idée que, bon, en moyenne, dans ce réseau, tout le monde a 10 voisins. Alors évidemment, ça peut fluctuer. On peut calculer d'autres quantités. Et le second moment, c'est la moyenne du carré de ces KI, I égale 1 à n. Et à partir du second moment, on peut calculer la variance aussi, qui est donc juste le second moment moins la moyenne au carré. Alors plus généralement, puisque ce nombre de voisins fluctue, on peut se poser la question de quel est le nombre de nœuds qui ont un degré K. Donc ça, c'est le nombre de nœuds tel que KI vaut K. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi l'histogramme des degrés. Et on peut le représenter par un schéma. Ici, il y a 1, il y a 2, etc. Et à chaque fois, on peut représenter le nombre. Donc ici, par exemple, c'est 2, ici, c'est 3, etc. Ça veut nous dire que, ça nous dit que le nombre de nœuds, on a 2 nœuds qui ont un degré 1, 3 nœuds qui ont un degré 2, et ainsi de suite. Donc ce qu'on appelle l'histogramme des degrés. Et tout ça pour arriver à la quantité qui est P de K, qui est l'histogramme normalisé, c'est-à-dire qu'on regarde le nombre de nœuds qui ont un degré K et on divise par le nombre de nœuds total. Autrement dit, cette quantité décrit la probabilité d'avoir un nœud de degré K quand je prends un nœud au hasard. Donc ça, c'est une quantité centrale qui va nous permettre de caractériser les réseaux. Donc on part de la quantité P de K, qui est la probabilité de trouver un nœud de degré K. Et on va s'intéresser à cette quantité pour K très grand. Au moins K beaucoup plus grand que 1. Et en fait, on a pu montrer qu'on a 2 grandes classes de réseaux selon le comportement de cette distribution pour K très grand. Dans le premier cas, cette quantité est petite.
Alors, je détaillerai éventuellement plus tard ce que ça veut dire, mais ça veut dire essentiellement que cette probabilité est négligeable et on ne va pas, dans la pratique, trouver dans ces réseaux de nœuds qui ont un degré extrêmement grand, qu'on appelle aussi les hubs. Pas de hub dans ce cas. Alors hub, c'est un peu le mot anglais. La traduction française serait plateforme, qui n'est pas très bonne, mais ça signifie ici quelqu'un ou un nœud qui a un très très grand nombre de connexions, beaucoup plus grand que la moyenne. Si la moyenne est 10, ça serait quelqu'un qui aurait par exemple une centaine d'amis, ce genre de choses. Donc la première classe de réseaux, c'est vraiment les réseaux pour lesquels on n'a pas ces hubs. Autrement dit, une approximation raisonnable, c'est de négliger les fluctuations. C'est que, essentiellement, dire que tous les degrés sont à peu près égaux à la moyenne. Évidemment, on a plus ou moins un petit terme, mais ce epsilon est finalement assez petit, et dans certains cas, on peut le négliger. Donc finalement, ce sont des réseaux assez homogènes, même si le terme n'est pas exact, puisqu'on a quand même des degrés différents. Donc ça, c'est la première classe de réseau. Et dans cette classe de réseau, on retrouve par exemple le réseau des lignes de métro ou de train. On n'a pas une gare qui est reliée de laquelle part une centaine de rails vers des destinations différentes. Et ça, dû aux contraintes physiques. Pour une route aussi, si le nœud pour un réseau de routes, c'est une intersection, en général, le cas classique, on a 4 routes qui partent de cette intersection, donc le degré ici c'est 4. On ne voit pas de route avec un degré de 20, 30 ou 40. Donc là aussi, on voit que les contraintes sont telles qu'on ne peut pas faire partir, en partant d'une intersection, on ne peut pas avoir un très grand nombre de routes, et donc le degré va nécessairement être un peu limité. Et c'est vraiment cette première classe de réseau. La seconde classe de réseau, et ça a été la surprise, ça a été découvert assez récemment, finalement en 1999-2000. On a des cas pour lesquels cette probabilité de trouver un hub est finalement assez grande, alors je mets entre guillemets, en tout cas non négligeable. Non négligeable, ce qui veut dire que dans les grands réseaux, il existe des hubs. On en voit, pas forcément beaucoup, mais ça existe. On voit des nœuds tels que leur degré est beaucoup, beaucoup plus grand que la moyenne. Donc ça peut être le cas de certains réseaux sociaux, ça peut être le cas du web. C'est vraiment des réseaux pour lesquels on a une valeur moyenne, mais on a des fluctuations énormes, c'est-à-dire des nœuds qui sont vraiment très, très différents du reste. Et ces nœuds, évidemment, vont avoir un rôle très important. Donc, finalement, c'est ce qu'il faut retenir. C'est est-ce qu'on peut construire 2 grandes classes de réseaux, les réseaux à peu près homogènes, où finalement tout le monde est à peu près identique, avec ces réseaux pour lesquels il y a des hubs. Et pourquoi c'est important? Parce que ces hubs vont modifier tous les processus. Puisqu'une fois qu'on a compris ça, on peut se dire maintenant comment va se propager par exemple une épidémie. Et une épidémie, on comprend bien que s'il y a des hubs, des gens qui sont connectés à un très grand nombre de voisins, si ces hubs tombent malades, ils vont infecter tout d'un coup un très grand nombre d'individus. Donc la présence de hubs va être cruciale pour comprendre la propagation d'épidémies. Mais généralement, ces 2 classes vont être très importantes dans la plupart des processus, la propagation d'informations, la formation de congestion, d'embouteillage, etc. Donc c'est très important de savoir qu'on a un réseau si on est dans une de ces classes. Et je vais maintenant discuter la propagation d'épidémies sur réseau, dans un cas très simple, et vous montrer ce qui arrive dans chacune de ces 2 classes pour bien comprendre l'impact de ces hubs. Alors, dans cette dernière partie, je vais vous parler rapidement de propagation d'épidémies et qu'est-ce qui change pour les 2 classes de réseaux qu'on vient de voir. Alors, sans faire toute la théorie de propagation d'épidémies, de maladies infectieuses d'un individu à un autre, il y a un paramètre important qui est la probabilité, je vais l'appeler lambda, la probabilité par unité de temps, de transmettre la maladie. Donc un individu infectieux, il rencontre, et infectieux, rencontre un individu sain et il a une certaine probabilité par unité de temps de transmettre la maladie. Alors pourquoi par unité de temps? Parce que plus on passe de temps avec quelqu'un d'infecté, plus on risque d'attraper cette maladie. Et le résultat important,
qu'on mesure sur alors, la quantité I, qui est la fraction d'individus infectés dans la population. Donc I va de 0 à 1, 0, personne n'est infecté, 1, tout le monde est infecté. Le résultat important qu'on peut montrer pour tous les modèles d'épidémie est le suivant, en fonction de lambda. Donc il faut comprendre que plus lambda est grand, plus la maladie est contagieuse, plus il est petit, moins elle est contagieuse. Et on peut tracer cette quantité I, la fraction d'individus infectés, en fonction de cette contagiosité. Et le résultat général est le suivant, c'est-à-dire qu'en général, pour les grands réseaux, disons, on trouve 0 jusqu'à une valeur qu'on appelle critique, lambda C, qui est le seuil épidémique, et ensuite, la proportion d'individus infectés augmente. Donc ce lambda C, c'est ce qu'on appelle le seuil épidémique. Donc c'est vraiment la limite, ce qui va distinguer si mon épidémie est plus petite que mon seuil, si mon épidémie, cette maladie est caractérisée par une contagiosité qui est plus petite que mon seuil épidémique, l'épidémie ne va pas se propager dans la population. En revanche, si elle est plus contagieuse, si j'ai un lambda qui est ici, alors elle est plus grande que le seuil épidémique, et là, l'épidémie va se propager. Donc on voit l'importance du seuil épidémique, c'est finalement la quantité qui va vous dire si l'épidémie va pouvoir se propager facilement ou pas sur votre réseau. Alors le réseau ici, c'est le réseau des individus. Donc j'ai des individus A et B ici. Et les liens, c'est la possibilité pour le virus de se transmettre. Donc ce sont des individus, c'est ce qu'on appelle le réseau de contact. Donc c'est le réseau qui décrit les chemins possibles pour le virus. Donc c'est des individus qui peuvent être en contact, se rencontrer, qui se connaissent, qui sont dans la même famille, etc. Et donc toute la question, c'est, connaissant le réseau de contact, quel est ce lambda C? Et puisque c'est ça, finalement, qui va nous dire si l'épidémie va se propager facilement ou pas dans le réseau. Alors, le résultat important que je vais juste vous donner sans plus de justification, c'est que dans le cas où on n'a pas de hub, donc la première classe de réseau, alors lambda C est typiquement en 1 sur la moyenne du degré. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus le degré moyen est grand, plus lambda C est petit, c'est-à-dire que plus le degré moyen est grand, plus on a de voisins, évidemment, et plus on risque évidemment de transmettre la maladie. Donc évidemment, pour un réseau très connecté, lambda C peut être de plus en plus petit, et du coup, toutes les maladies qui vont avoir une contagiosité, un lambda plus grand, vont pouvoir se propager sur ce réseau. Alors, il faut remarquer que le degré moyen, c'est quelque chose qui est indépendant de la taille du réseau. On calcule la moyenne, ça vaut 5, 10, 15 selon le réseau, mais quand on augmente le réseau, on prend un réseau de plus en plus grand, a priori, ce nombre ne change pas en général. En revanche, quand on a un hub, on a des hubs, alors le résultat pour le seuil épidémique est très différent. Lambda C, on peut montrer que ce n'est pas 1 sur la valeur moyenne, mais c'est 1 sur le second moment. Donc ça, c'est un résultat un peu surprenant. On s'aperçoit que dans ce cas-là, quand on a beaucoup de fluctuations, alors c'est les fluctuations qui dominent le seuil épidémique. Autrement dit, on peut comprendre ça par l'existence des hubs qui, une fois infectés, vont répandre dans une grande partie du réseau l'épidémie. Et la mauvaise nouvelle, c'est que pour beaucoup de réseaux, on peut montrer que ces fluctuations, ce K2 moyen, augmentent avec N. Autrement dit, ce second moment moyen, ce second moment, augmente avec la taille du réseau. Et plus on prend des réseaux grands, plus ces fluctuations vont être grandes, plus on risque d'avoir, disons, une fraction croissante de hub, et donc plus lambda C diminue. Et même à la limite, on a le résultat un peu paradoxal que cette chose-là tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et si le seuil est de plus en plus petit, ça signifie que pour un grand réseau, une maladie même très peu contagieuse, qui ne l'est quasiment pas, va pouvoir se transmettre. Donc ça, c'est la très très mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'on voit que
il n'y a pas simplement une différence de nombre, de valeurs numériques pour les seuils selon qu'on ait des hubs ou pas. On a un changement vraiment qualitatif. Dans un cas, un seuil existe et bien fini, l'épidémie se propage ou pas. Dans un autre cas, plus le réseau est grand, plus le seuil va être petit et des épidémies, même très peu contagieuses, vont pouvoir se transmettre. Donc on voit l'importance ici de savoir dans quelle classe est le réseau pour comprendre la dynamique d'un processus qui s'y trouve. J'ai pris l'exemple des épidémies. On a ce même genre de problème avec la propagation d'informations, avec la formation d'avalanches, de pannes, des cascades de pannes. La résilience de tous ces réseaux aussi va dépendre du fait qu'on se trouve dans cette première classe ou dans la deuxième avec des hubs. Et du coup, ça justifie l'importance de cette mesure. Donc, en résumé, j'ai essayé de vous convaincre que, tout d'abord, les réseaux sont partout. On en a beaucoup, dans tous les domaines, et c'est vraiment important de comprendre leur structure pour comprendre tout un tas de processus qui vont de l'émergence de comportements collectifs à la propagation d'épidémies, etc., la propagation de pannes sur le réseau électrique. Ces réseaux sont partout, et c'est vraiment important de comprendre leur structure. Alors, ces réseaux sont en général très grands. Le nombre de nœuds est très très grand et du coup ça pose la question de comment les caractériser. Qu'est-ce qu'on peut mesurer sur ces réseaux pour avoir une bonne idée de ce qu'ils sont et comment vont être les processus dessus. Alors ici j'ai parlé que de deux choses, la distance moyenne et puis la distribution des degrés, mais il existe évidemment, on peut affiner cette première image un peu simple par d'autres mesures pour avoir une image justement un peu plus précise du réseau. Mais déjà, ces deux quantités nous permettent de comprendre un certain nombre de choses, en particulier que beaucoup de réseaux sont des petits mondes, avec une distance moyenne qui typiquement est en log de n, c'est-à-dire qui finalement vaut quelques unités alors qu'on a des millions de nœuds. Et ça, j'ai essayé de vous montrer que c'était finalement l'existence de raccourcis qui permet de partir du schéma où on a un réseau régulier. Donc ça, c'est la première caractérisation. L'autre caractérisation très importante, c'est la distribution de degrés, et en particulier, comment elle se comporte pour K grand. Et ça, évidemment, cette quantité, qui a l'air compliquée, en fait, ne dit rien d'autre que, ne parle que de l'existence des hubs. Est-ce qu'on a des hubs qui sont ces degrés, ces nœuds, avec des degrés très élevés, très fortement connectés, et dont on a vu qu'ils peuvent changer la dynamique, et c'est ce que je vous ai montré dans le cas d'épidémie. On a vu que le seuil épidémique, ce qui vous dit vraiment comment l'épidémie va se propager sur ce réseau, dépend crucialement de l'existence des hubs. Alors évidemment, on pourrait multiplier beaucoup le nombre de mesures et le nombre d'exemples, etc. Mais j'espère vous avoir convaincu que ces réseaux sont importants, il faut absolument les comprendre, il y a encore beaucoup de recherches dessus, on n'a pas tout compris, et il y a beaucoup d'enjeux du futur sur la résilience de ces réseaux comme les écosystèmes, la propagation des pandémies, qui sont des problèmes relativement ouverts et sur lesquels beaucoup de gens travaillent encore. Merci.